Par une nuit humide du mois d'août 1987, Don Henry et Kevin Ives, deux étudiants en dernière année du secondaire, se promènent dans les bois. Ils paieront très cher de s'être retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Selon les témoignages recueillis, ils auraient été les témoins d'une transaction impliquant des trafiquants de drogue. Cette histoire ne se termine pas avec la mort de ces deux jeunes hommes ou la souffrance vécue par leurs proches. Elle nous conduit dans les recoins les plus sombres de notre gouvernement, là où les mensonges sont sanctionnés par les hommes les plus puissants du pays. Très tôt dans l'enquête, nous savions qu'il y avait de la corruption au niveau des autorités locales. Plusieurs organismes chargés d'appliquer la loi ont fait croire à mes parents que ma tête était mise à prix. Pendant que j'avais la tête tournée, j'ai entendu ce qui m'a semblé être un coup de feu. If they can stick some garbage like this on me, then every American better be scared to death. It's a risk in everything that you do in this line of work. That's why the pay is so good. Il faut que les Américains se réveillent et qu'ils réalisent que s'ils ne surveillent pas leur gouvernement, il pourrait lui-même devenir une dangereuse organisation criminelle. Si vous pensez que l'industrie la plus prolifique aux États-Unis est l'industrie de l'automobile ou une multinationale, vous faites erreur. Le trafic de stupéfiants génère des profits de plus de 140 milliards de dollars chaque année, plus que n'importe quelle multinationale. Au milieu des années 1980, la cocaïne et le crack, son funeste dérivé, inondent les États-Unis. Les ramifications de ce trafic infâme se faufilent jusqu'au cœur des villes de l'Amérique, apportant violence et misère. Le gouvernement semble faire preuve de bonne volonté, mais les tsars de la drogue et les patrouilles douanières n'ont aucun effet sur le plus gros et le plus ingénieux trafiquant du pays, le gouvernement des États-Unis. Pourquoi des membres des plus hauts paliers gouvernementaux s'abaisseraient-ils à de tels desseins? La réponse se trouve peut-être dans la petite ville de Mena, en Arkansas. En août 1987, mon fils Kevin est allé passer la nuit chez son ami Don Henry. Le père de Don leur a permis d'aller chasser. Peu après, on nous a appris qu'ils avaient été frappés par un train. C'est Dan Harmon, le procureur du 7e district judiciaire, qui est à la tête du premier grand jury. L'adjoint du shérif de l'époque a donné l'ordre que l'on traite la scène comme si c'était un accident, ce qui va à l'encontre des règles de base de la police. Ils ont utilisé l'arrière du train comme point de référence pour récolter les indices et ils ont marché le long des rails. Quand le train est reparti, ils n'avaient rien trouvé d'intéressant. La consigne était de fouiller les environs comme si c'était un accident. Nous n'avons pas consacré assez de temps ni d'efforts sur la scène du crime lorsque c'est arrivé. Ils ont déployé 4 agents de police qui ont marché le long des rails du point d'impact jusqu'à l'endroit où les corps ont été retrouvés. Ils jetaient tout ce qu'ils trouvaient dans des sacs à ordures noirs. Les recherches ont été tellement bien menées qu'ils sont passés à côté des pieds de mon fils qui est resté à la vue de tous pendant 2 jours. Fahmy Malak, le controversé médecin légiste en chef de l'Arkansas, s'occupe de l'affaire. Son ami, Jocelyn Elders, dirige le département de la santé. Tous les deux sont des amis intimes et des partisans du gouverneur de l'époque, Bill Clinton. 3 semaines plus tard, le médecin légiste nous a expliqué qu'ils avaient fumé une grande quantité de marijuana. Ils se seraient endormis sur les rails et ils n'auraient pas entendu le train arriver. À ce moment-là, nous savions déjà qu'ils étaient couchés exactement dans la même position sur les rails et des drogués ne se seraient pas donné cette peine. Tout le monde connaissait Kevin.
Il était considéré comme un bon garçon. Il n'avait surtout pas la réputation d'être un drogué. De plus, son père est conducteur de locomotive. Alors plusieurs personnes ont trouvé bizarre que Kevin se soit allongé sur les rails, lui qui a toujours su à quel point c'est dangereux. À mesure que l'enquête avance, la famille Ives apprend de nouveaux faits déconcertants. On a entendu parler d'une bâche qui recouvrait les garçons. Nous avons demandé des explications aux autorités qui nous ont répondu que c'était une illusion d'optique. Plus tard, nous avons appris que le personnel à bord du train avait vu la bâche. Ils ont même amené un agent à l'endroit de l'impact et il a pu voir la bâche grâce à sa lampe de poche. Et lui ont dit textuellement, c'est la bâche qui recouvrait les garçons avant l'impact. C'était un genre de bâche. Ce n'était pas un sac pour les dépouilles. Elle avait été pliée tant bien que mal. Si je me souviens bien, elle était placée là-bas. La bâche a disparu et on ne l'a jamais revue. Accablés par toutes ces contradictions, les parents des victimes tentent de surmonter leur douleur. Pendant ce temps, Dan Harmon fait tout pour ralentir et bloquer l'enquête. It's been decided that there will be a gag order imposed on all 16 members of the grand jury, although one should not be necessary. Whatever comes out of it, if someone's charged or not charged, the grand jury has done a tremendous job. Que ce soit au niveau de la ville ou de l'État, personne n'a collaboré. Nous étions très frustrés et surtout en colère. On nous a conseillé d'obtenir des injonctions. C'est ce que nous avons fait. Quand nous leur avons demandé des preuves et une seconde opinion, le laboratoire scientifique a défié l'ordonnance. L'hôpital Selene Memorial a également défié l'injonction. Peu importe où nous nous tournions, nous faisions face à un mur. Cette émission d'information régionale rend public des allégations qui remettent en question les compétences du coroner Fahmy Malak. Son ami de longue date, Jocelyn Elders, le défend de toutes ses forces et accuse les journalistes d'irresponsabilité. I really feel that Arkansas owes Dr. Malak a great debt and a real apology. Reports have also indicated that Malak lied in various trials when asked about his credentials. And my record speaks for itself. In an exclusive interview, Dr. Fahmy Malak denied allegations and defended his record. I never lied under it. Never. 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 But not all of Malak's former co-workers hold the same confidence. Philip Kaplan represents Malak's former assistant, Dr. Lee Beamer. Beamer is suing Malak for allegedly firing him without proper cause. Beamer previously revealed that Malak testified about autopsies he never conducted. Le docteur Malak a admis avoir menti sous serment. C'était au cours d'un procès pour meurtre, pour lequel il disait avoir fait l'autopsie. Mais il était au Mississippi au moment où l'autopsie a été pratiquée. Il avait des problèmes avec sa voiture. Although Malak is no longer under a gag order by the Saline County Grand Jury, he has decided not to comment on any allegations against him. Dr. Malak, people say that as state medical examiner you bungled cases and lied. Sir, I told you before. Like our president said, read my lips. I am not going to comment. Un examen approfondi des documents de la Cour et des témoignages révèle que l'expertise de Malak a été infirmée dans au moins 3 affaires médicales. Les familles des victimes engagent le docteur Joseph Burton, un médecin légiste très respecté, pour pratiquer une nouvelle autopsie sur Don Henry et Kevin Ives. Il est fort probable que ces 2 garçons ne sont pas morts accidentellement. Ils sont morts des suites de blessures qu'une ou plusieurs personnes